Russie parler de la Russie qui n'est pas du tout gay, et des problèmes judiciaires et des problèmes des gens qui vivent en Russie. Je ne sais pas de quoi commencer, à vrai dire, de parler de mon livre. J'espère que vous allez le lire. Je vais simplement vous dire pourquoi j'avais décidé d'écrire en russe, d'écrire ce livre, et pourquoi je suis si heureuse que ce livre est traduit en français. Vous savez, moi, je suis née dans une famille de dissidents soviétiques. Mes parents étaient les écrivains religieux qui, dans les années 80, étaient arrêtés et mis en prison simplement parce qu'ils ont écrit des livres et que ces livres étaient publiés en Union soviétique. Et moi, quand je suis devenue journaliste, j'ai décidé que je dois écrire sur les sujets judiciaires, sur le sujet du système pénitentiaire. Et les premières affaires que j'ai couvertes, les premières enquêtes, c'était une affaire d'une scientifique russe, Igor Soutyagin, qui était accusé d'être un espion, d'avoir vendu les secrets d'État. On ne sait pas à qui, à quelle structure d'espionnage, parce que c'était pas du tout clair. Et moi, j'ai pris connaissance de son affaire et j'ai appris que lui, il n'avait pas du tout accès aux secrets d'État, mais quand même, il était condamné à 15 ans de prison, et c'était le juré qui l'a condamné. Bien qu'en Russie, vous savez, en Russie, il n'y a pas du tout de verdict d'acquittement. Les verdicts d'acquittement en Russie représentent moins d'1%, tandis que la cour d'assises acquitte, il y a des verdicts 20%. Mais dans les affaires politiques, ce que j'ai constaté, le tribunal russe, le tribunal de Moscou surtout, arrive à monter des jurés, c'est-à-dire à introduire dans les jurés populaires les agents spéciaux pour qu'ils annoncent des verdicts déjà préparés d'avance, comme c'était dans le cas de Soutyagin. Et moi, comme journaliste, j'ai pu rencontrer les jurés, parler avec eux, et j'ai constaté que parmi les 12 jurés, au moins 6 étaient les anciens agents de KGB ou les gens qui avaient des relations avec les KGB, bien que leur profession était autre. Et ce procès m'a bouleversée quand j'ai entendu le verdict. Bon, ce procès était à huis clos, mais j'avais des informations par les avocats et j'ai assisté au verdict, c'est-à-dire j'ai écouté derrière les portes, comme d'autres journalistes. Et moi, j'étais si sidérée par ce verdict coupable à unanimité, c'est-à-dire 12 juridistes coupables. Et moi, j'ai sorti de la cour de Moscou, de bâtiment, et j'ai couru jusqu'au métro pour parler avec ces gens, ces jurés. J'ai vu dans le métro, dans le wagon, ils étaient tout à fait contents, ils rigolaient entre eux. Et je me suis dit, est-ce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont envoyé une personne innocente pour de longues années en prison? Et j'ai essayé de les contacter, donc je les ai contactés finalement, quelques-uns ont été d'accord pour parler, et comme ça j'ai vu toute cette histoire de fabrication d'une affaire. Et vous savez que Igor Soutyagin, il a passé 11 ans en prison, et il était échanger contre des espions, des vrais espions russes arrêtés aux États-Unis il y a l'été dernier. Peut-être vous connaissez Anne Chapman, qui est une figure très médiatisée, et voilà ce que Soutyagin était échangé contre Anne Chapman. Et le deuxième affaire, c'est l'affaire de Zara Murtazaliyev. Et pourquoi j'ai mis dans un seul livre ces deux affaires? Parce que ces deux histoires sont liées par une juge. C'est la même juge qui les avait jugées. C'est une juge qu'on appelle chez nous les juges spéciales. En réalité, elle s'appelle Marina Komarova, mais dans mon livre, je l'appelle Helena Mukhina. Donc, si vous connaissez le russe, vous voyez, c'est tout à fait transparent.
Et donc, ce qui m'intéressait le plus, bon, dans mon livre, il y a plusieurs personnages, disons, clés. C'est donc une journaliste qui est moi, qui essaie d'aider les personnages dont elle parle dans son livre, dans ses articles. Elle essaie de les aider après qu'elle écrit ses articles. Deuxième personnage, c'est la juge. Et je voulais comprendre la psychologie. Comment on peut mettre en prison pour beaucoup d'années des gens innocents. Pour moi, je voulais comprendre ça, et pour ça, je cherchais des juges qui étaient déjà limogés pour parler avec eux, parce que vous savez, les juges en fonction, ils ne parlent pas avec les journalistes. Et donc, j'ai essayé de parler avec les juges limogés pour qu'ils m'expriment ce mécanisme, cette psychologie des gens. J'ai parlé avec des avocats. Et petit à petit, j'ai eu dans ma tête, j'ai compris pourquoi elles font ça. Et j'ai essayé dans mon livre d'expliquer ça. Et donc Zahra Mortezali, c'est une histoire à part, elle va peut-être vous parler. C'est un cas d'une arbitraire totale, une jeune Tchétchène qui est venue à Moscou au moment de la deuxième guerre tchétchène dans les 2004 pour travailler, parce qu'il n'avait pas de travail en Tchétchénie. Il était dès le début, quand il était arrivé à Moscou, il était surveillé par les services secrets qui pensaient que peut-être c'est une terroriste qui est venue à Moscou. Elle est allée dans une mosquée de Moscou, il a fait connaissance avec les deux jeunes filles russes converties en islam qui étaient apparemment les agents aussi. Et donc, il s'est apparu qu'il y a du coup surgi une Tchétchène collaborateur de la police qui a dit, voilà, si tu veux, je peux te louer gratuitement un foyer au centre de Moscou avec ses deux copines. Et Zahra a dit, pourquoi pas. Donc, ils se sont trouvés dans ce petit foyer, dans un appartement, tous les trois, deux filles et elle. Et ces deux filles, donc cet appartement était fouillé de micros, de caméras, et donc toutes ces conversations étaient enregistrées, et ces filles faisaient exprès pour qu'elles parlent des soldats russes, de la Tchétchénie. Mais j'ai pas écouté, mais j'ai regardé des cryptages de ces. Il n'y a rien là-bas. Mais au procès, ce serait la preuve qu'il voulait faire un acte terroriste dans le centre commercial à Moscou. Et ce qui est marrant, qu'une semaine avant son arrestation, les écoutes étaient coupées. Donc on ne l'a pas écouté, donc c'est bizarre. Si vous voulez vraiment faire un acte terroriste, il fallait l'écouter avant son acte. Et donc, à un moment donné, quand elle est sortie de son travail, elle a travaillé dans une compagnie d'assurance au centre de Moscou, elle est sortie de son travail, c'était à 6 heures du soir, il y avait 4 policiers devant le bâtiment, et ils ont dit, on veut vérifier vos documents, si vous êtes enregistrés ou non. Et à l'époque de l'année 2004, vous savez, c'était vraiment une chasse aux Caucasiens à Moscou quand on vérifiait les papiers. Donc elle a dit, bon d'accord, et elle est entrée dans cette voiture. Ils sont allés à l'autre bout de Moscou, dans le bureau de police à Prospect Vernadsk, et là ils ont pris les empreintes digitales. Elle est allée se laver les mains dans les toilettes. Quand elle est revenue, dans son sac qu'il avait laissé dans la chambre, dans ce sac il y avait presque 200 grammes de TNT, et du coup on a vu apparaître les témoins. Je ne sais pas comment on dit en français, punité, les témoins. Et voilà, ils ont dit, voilà, vous êtes terroriste, on vous accuse de terrorisme. On l'avait amené dans la prison de Petrovka, la prison de la milice, ensuite dans une autre prison. Et l'instruction préventive, qui durait 1 an, on avait interpellé les 2 filles russes converties en islam, et on leur a dit, si vous ne donnez pas des témoignages contre elles, vous serez avec elles dans la prison. Et ce qui était un miracle pour moi, la mère d'une des filles est venue chez les défenseurs des droits de l'homme à Mémorial, et cette mère a dit, vous savez, il y a une fille qui était une amie de ma fille,
tchétchène, une fille tchétchène qui a été arrêtée pour rien. Et donc les défenseurs des droits de l'homme, dont Svetlana Ganoush, qui est de Mémorial, il a convié les journalistes à la conférence de presse à Moscou. Moi j'ai assisté en disant que c'était une affaire fabriquée. Et cette mère était aussi présente à cette conférence de presse. Et moi j'ai écrit une lettre, un article, comment on peut faire d'une étudiante tchétchène une terroriste. Cet article a eu une certaine résonance. Bon, après il y a le procès, il a eu 9 ans de prison, le procureur a demandé 12, mais je pense que grâce aux médias et grâce aux défenseurs des droits de l'homme, quand même, elle a eu 9 ans. Ensuite, la Cour suprême de Russie a diminué sa peine de 6 mois. C'était comme une gifle, vous savez, bon, 6 mois. Et moi, en couvrant ce procès pour mon journal où je travaillais à l'époque, j'ai compris que cette fille était complètement innocente parce que les preuves ne tenaient pas debout. J'ai décrit tout ça dans mon livre, je ne vais pas vous raconter les détails pour vous intriguer un peu, mais je veux dire que je suis prête à payer de ma tête qu'elle était complètement innocente. Vous savez, il y a en Russie une journaliste et bon, une défenseur des droits de l'homme, Valérie Novadvorsk, qui à plusieurs reprises elle est publiée dans différents journaux en disant je veux m'échanger, est-ce qu'on peut échanger Zahra Murtazali sort en liberté et moi Novadvorsk, je veux aller à sa place, mais on ne voulait pas échanger l'une contre l'autre. Et pour ça, moi, le sentiment que j'ai eu après le verdict, c'est la honte. C'est la honte que moi, journaliste russe, je n'ai pas pu rien faire pour cette fille tchétchène qui était complètement innocente, qui avait l'âge de mon fils adulte, elle avait 20 ans. Et donc je me suis dit, je vais lui écrire, je vais essayer de faire quelque chose, changer la situation. Donc j'ai commencé à l'écrire et quand elle est allée à la colonie pénitentiaire à Mordovie, j'ai commencé à lui rendre visite et l'administration pénitentiaire a accepté parce que je pense qu'il était très intéressé à écouter de quoi on parle. Donc j'allais 2-3 fois par an en Mordovie. 3 heures, on a parlé tête à tête, 2 matons, je sais pas, des gardiennes avec nous, elle écoutait tout, on a parlé femmes, on a parlé quoi, les enfants, la Tchétchénie, Moscou, les livres, je lui ai envoyé beaucoup de livres parce qu'il lisait beaucoup. Et après, j'ai essayé je suis allée chez Kadyrov, parce que j'ai travaillé à l'époque à France 2 comme assistante, et c'était l'année 2006, c'était après la mort de Anna Politkovskaya. En novembre, on est allé là-bas voir Kadyrov, j'ai apporté la lettre de la mère de Zahra, j'ai dit président, elle n'était pas encore président, elle était IO, ce qu'on appelle président par intérim, elle était le premier ministre. J'ai dit écoutez, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour cette fille, parce que bon, la Tchétchénie, c'est maintenant les filles, jolies filles qui se promènent dans les rues, et elle doit être là. Il a dit bon, je vais voir, et un mois après, il a eu une idée de transférer tous les Tchétchènes qui purgent leur peine en Russie, de les transférer en Tchétchénie. Et je me suis félicitée, je dis voilà, Zahra, elle va sauver tous les Tchétchènes, parce que dans les conditions de détention des Tchétchènes en Russie sont très mauvaises, elles sont traitées comme des bêtes. Mais il s'est avéré qu'en Tchétchénie, il n'y a pas de prison pour femmes. Et il m'a promis de construire cette prison, Ramzan Kadyrov. Il n'a jamais construit. Il a dépensé son argent, l'argent fédéral ou l'argent des oligarques tchétchènes, il a dépensé pour construire, bon, les mosquées c'est bien, mais l'avenue Poutine à Grozny et les Grozny City, quand j'ai vu, j'étais récemment là-bas. Et voilà, et donc j'ai dit, quand je suis venue à Zahra, j'ai dit, tu sais, peut-être on va te transférer en Tchétchénie parce que ta mère vit là-bas. Et Zahra était très contente. Moi, maintenant, je me suis dit, c'était bête de lui donner un espoir parce qu'elle espérait. Ensuite, on a essayé l'histoire avec la libération anticipée. Vous savez, après la moitié de la peine, les détenus ont le droit à une libération anticipée. Tous, presque, bon, les gens ont le droit, mais pas les Tchétchènes. Moi, j'ai assisté à un procès, je suis allée là-bas en Mordovie. Il y avait 9 prétendants, 9 candidats à la libération anticipée. 8 ont reçu la libération anticipée, mais pas Zahra. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas repenti, parce qu'il est tchétchène, parce qu'on lui a fait des infractions disciplinaires, beaucoup d'infractions disciplinaires, donc on ne l'avait pas libérée. Elle était présentée sur la liste des prisonniers politiques
la fameuse liste que l'opposition russe avait rendue en décembre ou en janvier, ce janvier, je pense, à l'administration présidentielle à Medvedev. Vous avez vu que Medvedev avait libéré un seul prisonnier politique, dont Sergei Mornatkin, un monsieur qui avait défendu une femme pendant une manifestation, une femme que le policier avait battue. Donc ce Sergei Mornatkin qui l'avait défendu, il a reçu 3 ans de prison. Et Medvedev l'a gracié. Il n'a gracié ni Khodorkovsky, ni d'autres, ni Danilov, le scientifique, qui est accusé aussi, condamné comme un espion, ni Zara Murtazali. Voilà, elle est sortie en purgeant sa peine jusqu'au bout. Maintenant, elle est ici. Elle a passé une semaine en Tchétchénie chez ses parents. Donc elle est sortie le 3 septembre. Aujourd'hui, on est le 20 octobre. Donc c'est une personne qui a passé 8 ans et demi dans le goulag russe, qui, bien sûr, ce n'est pas le goulag stalinien, mais quand même, elle a gardé, comme on dit, les родовые пятна, не знаю как сказать, les traces, comment? Taches de naissance de goulag soviétique. Et voilà, elle est là, et je crois que c'est grâce à la promotion de mon livre, l'édition, je remercie l'édition François Borin qui l'avait invitée et comme ça elle a pu sortir pour la première fois de la Russie, la première fois à l'Occident. Voilà, et une nouvelle vie qui commence.